ne nous sommes pas donné le mot. Je découvre que Paul m'a présenté comme n'étant pas spécialiste. Et c'est justement ce que j'avais l'intention de dire pour commencer. Alors, je ne suis pas spécialiste de Marguerite Duras, j'y insiste. Et ça a un sens extrêmement précis pour une fois. Marguerite Duras, comme tous les écrivains de son époque déjà révolue, a laissé derrière elle des archives énormes. Des brouillons, des correspondances, des notes. Et un vrai spécialiste de Marguerite Duras, évidemment, connaît tout cela. Moi pas. Bon, j'ai lu Marguerite Duras, je l'ai relue. Je ne fais pas partie des gens qui la détestent. Et donc, je voudrais vous parler de ces deux livres que j'aime peut-être particulièrement, qui sont, je l'accorde, extrêmement difficiles, extrêmement déconcertants plutôt que difficiles. Et j'avais proposé comme titre Marguerite Duras inattendue, et ça me plaît bien comme titre, parce que elle est toujours là où on ne l'attend pas. Bon, c'est quelqu'un qui a su merveilleusement se renouveler. Elle me fait penser à Racine. Un beau jour, j'ai eu l'idée loufoque de relire à la file toutes les préfaces de Racine. Et je me suis aperçu que régulièrement, il employait une expression. J'ai voulu essayer si. Alors nous, on a tous appris au lycée que la tragédie racinienne, c'est comme ci, comme ça, et pas autrement. Eh ben, pas du tout. J'ai voulu essayer si. Marguerite Duras a voulu essayer si. Bon, alors, si j'étais spécialiste de Marguerite Duras, je pourrais répondre à une question loufoque que je me pose depuis très longtemps. A-t-elle lu des bandes dessinées? A-t-elle lu Lucky Luke? A-t-elle lu Maurice et Goscinny? A-t-elle lu Calamity Jane? Pourquoi? Dans cet album admirable, on entre dans un saloon où il y a toutes sortes de gens qui écoutent parler Calamity Jane. Elle raconte sa vie et tout le monde est ravi. Et elle dit à Luc qui entre, « Viens Luc, c'est une nouvelle version. » Une nouvelle version. Ça s'appliquerait assez bien tout de même à certains textes de Marguerite Duras. Vous savez ça comme moi, c'était son 3e roman, et c'est celui qui l'a d'emblée rendu célèbre. Ça s'appelle Barrage contre le Pacifique. Ce sont des histoires qui ont à voir avec ce qu'elle a vécu elle-même quand elle était enfant en Indochine. Il y a une famille un peu dans la dèche, une mère toute seule, elle est veuve, 2 fils, une fille. Il y a un monsieur très riche dans les environs qui s'intéresse beaucoup à la jeune fille. Non, il est fou de la jeune fille, enfin, il est fasciné absolument. Il a une superbe voiture dont j'arrive pas à me rappeler le nom. Non, c'est pas une de Dion Bouton, c'est une Maurice Bollé. Ah, Maurice Bollé. Et alors, oui, c'est dans ce sens-là que ça se joue. Bon, toujours est-il que la famille exploite ce monsieur, ce jeune homme, peut-être pas très malin et profondément amoureux. Elle l'exploite, il les promène, il les emmène au restaurant, il leur offre des repas dispendieux, et la famille le dit, franchement, plus c'est cher, mieux c'est. Enfin, c'est un peu scandaleux. Bien. Longtemps après, le livre date de 50 si je ne me trompe, longtemps après, donc en 84, Marguerite Duras publie une nouvelle version de cette histoire, si on veut. Alors, entre-temps, elle a publié un texte pour le théâtre, qui s'appelle l'Éden Cinéma, qui comporte aussi des éléments un peu nouveaux. Dans L'Amant de 84, on apprend 2 choses formidables. D'abord que le monsieur admiratif est toujours admiratif, mais qu'elle s'est laissée admirer.
et même très loin. C'est déjà scandaleux, une jeune fille, elle a 15 ans, paraît-il, non? Et alors surtout, on apprend que le monsieur en question, il s'appelle pas du tout Monsieur Jo, en réalité. Non, mais vous êtes prêts à entendre des horreurs? C'est un Chinois. Enfin, a-t-on idée, quand on est une femme convenable, d'admettre que sa fille soit la maîtresse d'un Chinois? Bon. Nouvelle version, donc. Nouvelle version encore, 7 ans après, 91, ça s'appelle L'amant de la Chine du Nord. Alors, on pourrait avoir l'impression que c'est une version où on dit les choses réellement. Dans L'amant, Marguerite a pu dire, parce que sa mère était morte entre-temps, a pu dire ces choses qui auraient scandalisé la bonne dame. Donc, elle révèle la vérité à partir derrière un autre récit. Dans l'amant des Chines du Nord, dans l'amant de la Chine du Nord, pardon, on a l'impression qu'elle révèle aussi la vérité. En réalité, c'est plus compliqué que cela. Elle s'est mêlée d'un scénario qui devait être fait à partir de l'amant. Elle a fini par claquer la porte, et l'amant de la Chine du Nord, c'est aussi peut-être une indication pour un nouveau film à faire à partir de l'amant, film qui n'a jamais, à ma connaissance, été réalisé. Bon, je rappelle tout cela, la nouvelle version ne détruit pas l'ancienne. On devrait, puisque maintenant on peut dire la vérité, on devrait cacher tout ce qui est mensonge ou arrangement. Non, la nouvelle version ne dévalorise pas l'ancienne. Mais alors il se produit un phénomène assez banal, si l'on veut, un phénomène qui me fait penser à Balzac. C'est-à-dire que ces livres ne sont pas, comme les bons livres, fermés sur eux-mêmes. Quand vous lisez un de ces livres, vous êtes renvoyé automatiquement à d'autres. Et somme toute, finalement, toute l'œuvre de Marguerite Yourcenar pourrait être considérée comme de Marguerite Duras. Ah, ça, c'était évident. Bon, je demande pardon à l'une, à l'autre et à vous. Alors, on a l'impression que toute l'œuvre de Marguerite, je vais dire Marguerite comme ça, est un seul ensemble et qu'on peut naviguer dans cet ensemble comme on navigue dans la comédie humaine. Bon, alors, il va être question d'Émilie L quand même. Émilie L, publié donc après l'amant. Émilie L, il y a une narratrice, ce qui n'est pas le cas dans tous les livres de Marguerite. Marguerite, oui. Il y a une narratrice avec son compagnon. Alors, il y a un narrateur aussi dans Le Marin de Gibraltar, mais c'est un narrateur. Hein. Nous y reviendrons. La narratrice avec son compagnon sont à Quillebeuf, en face du bac, à l'entrée, à l'arrivée du bac. Il y a un bac dans l'amant. Il y a un bac. C'est même là que on rencontre la Maurice Bollé. Non, c'est le Bollé Maurice. Non, je sais plus. On rencontre le Chinois. C'est vraiment une scène fondamentale. C'est la base de toute l'histoire. Pourquoi encore un bac? Notez qu'il y a des bacs ailleurs. Hein. Ou tout au moins, il y a ailleurs cette situation, ce paysage extraordinaire où une rivière arrive à la mer, où il y a possibilité d'habiter sur la rive droite ou sur la rive gauche, mais où on ne peut pas traverser commodément sur un pont comme tout le monde. Il faut prendre un bateau, de préférence même un bac. On a l'impression que c'est un décor qui intéresse en soi Marguerite. Bon. Il y a un obstacle à franchir. Il y a une distance. J'y reviendrai. Donc, elle est à Quillebeuf, vous voyez où c'est, tout près de Tancarville. Le bac existe toujours.
Et elle a peur. Elle a peur parce que on voit arriver des tas de touristes. Ils sont tous plus exotiques les uns que les autres. Ils viennent d'Extrême-Orient. Elle dit ce sont des Coréens. Son compagnon essaye de la calmer un petit peu. Le compagnon, il est beaucoup plus jeune qu'elle. Hein. Non, on ne le sait pas. Si, on le sait. Bon, le compagnon en question lui dit, a peur lui-même. Il lui dit, elle dit, vous aviez peur que recommencent à se montrer à moi ces choses de la nuit. Il y a du cauchemar et le compagnon essaye de la calmer. Le compagnon, au fond, il est là pour la protéger d'une certaine manière. C'est une chose qu'il fait très bien. En fait, qui est-il, ce compagnon? Alors, il y a plusieurs manières de s'y prendre. Je pourrais vous dire d'abord que les Coréens, la narratrice sait très bien que ce sont des monstres, parce qu'elle a connu l'Extrême-Orient, elle a vécu en Extrême-Orient, elle a vu la façon dont les Coréens sont capables de massacrer les chiens. Je ne dis pas de les manger, ça c'est banal, mais de les massacrer cruellement. Les Coréens sont cruels, dit-elle, dans son... Est-ce que c'est déjà un délire Ça n'est pas un délire éthylique. Hein. Dans ce roman-là, elle ne boit pas beaucoup. Elle boit même du thé si je me vois à un moment. Bien. J'aurais pu faire une conférence entière sur les chiens. Bon, je la ferai pas. Bon, la chose est claire. La narratrice, c'est évidemment Marguerite Duras elle-même. Le compagnon, c'est évidemment Jan Andrea, dont elle a déjà commencé à parler à ce moment-là. Elle a déjà écrit ce texte terrible qui s'appelle « La maladie de la mort ». Donc, vous lisez, vous savez que vous êtes dans la biographie de Marguerite. C'est un nouveau cycle, ça n'a rien à voir avec ce qui précède. Mais enfin, elle est là. Elle a peur. Elle dit, je dis que la peur de la nuit et la peur de Dieu, la peur des morts, sont des peurs apprises pour effrayer les enfants insoumis. Elle dit ça. Ça va avoir un écho longtemps après. Elle parle d'un livre à faire, d'un livre qu'elle a peut-être déjà commencé, on ne saura jamais, et un livre qui s'appellera peut-être Les Coréens. Le livre en question, c'est aussi autre chose. Qu'est-ce qu'il faut attendre d'un livre? Elle pose cette question, pas en ces termes, mais peu importe. Et d'une certaine manière, Émilie L, c'est un livre sur la question « Que faut-il attendre d'un livre ?» Alors, je vais vous lire un long passage qui se trouve dès le début, presque. Je vous ai parlé. Je vous ai dit que j'avais décidé d'écrire notre histoire. Vous n'avez pas bougé. Il n'a pas bougé, il regarde autre chose dans la salle de l'hôtel de la Marine à Quillebeuf. J'ai répété ce que je vous avais dit, que j'allais écrire l'histoire, celle que nous avons eue ensemble, celle-ci, celle qui était encore là et qui n'en finissait pas de mourir. Qu'en est-il de la relation entre la narratrice et son compagnon? Vous avez regardé dehors vers le fleuve, sans voir rien longtemps, méfiant. Cette histoire encore, ce n'est pas possible. Ça, c'est lui qui parle. Cette histoire encore, ce n'est pas possible. Il y a une histoire, ils ont eu une histoire qui est en train de mourir, semble-t-il. Juste avant, elle a dit une chose étonnante. Vous m'avez regardé comme si vous m'aimiez. Cela vous arrivait parfois. C'est effroyable. Quand Marguerite a publié les Marins de Gibraltar, donc en 56,
Raymond Queneau s'est fâché. Raymond Queneau, l'écrivain célèbre, l'auteur des Asis dans le métro, quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à ce que c'est que la forme dans la littérature. Raymond Queneau était très puissant chez Gallimard. Il a reçu le manuscrit du Marin chez Gibraltar et il a passé un savon à Marguerite. Il l'a fait pleurer en lui disant « c'est trop romantique, c'est romantique ». Bon, il avait raison et il avait tort. Il avait raison parce que c'est romantique et il avait tort de lui dire ou de lui reprocher. Je tiens à dire, peut-être contre Raymond Queneau, que Marguerite Duras est, alors romantique je ne sais pas, mais adore un certain vocabulaire hyperbolique, le vocabulaire où on dit, comme si vous m'aimiez, cette histoire va mourir, cet amour parfait, cet amour absolu. C'est le genre de choses que Balzac appelait les romans de portière. Nous nous dirions peut-être, je ne sais pas, moi, littérature dans ce genre de confidence, peu importe. C'est une histoire c'est une chose qui existe. Et ces hyperboles, Marguerite les emploie régulièrement, elles importent. Et lui dit, cette histoire encore, ce n'est pas possible. Elle répond, je n'ai décidé de rien, ce n'est pas ça. Je ne peux pas m'arrêter d'écrire. Je ne peux pas. Et cette histoire, quand je l'écris, c'est comme si je vous retrouvais. Que je retrouvais les moments où je ne sais pas encore ni ce qui arrive, ni ce qui va arriver, ni qui vous êtes, ni ce que nous allons devenir. Dans les yeux, la ruse passe, la peur, et au loin, le plaisir fou de vivre, vous dites, je suis sûr que c'est ça que vous êtes en train d'écrire en ce moment, ne me dites pas le contraire. Non, je ne le crois pas. Mais il y a tellement longtemps que j'y pense, 2 ans au moins, je ne sais plus. À vrai dire, je ne sais plus, c'est ça. Mais je ne crois pas que ce soit notre histoire que j'écrive. 4 ans après. Qu'est-ce qui se passe? Faut parler un peu plus fort. Bon. Alors, on peut pas renforcer là. Parce que j'ai quand même besoin aussi de temps à autre. Je vais pas hurler Marguerite quand même. Pas toutes ces phrases. On est au maximum. Je suis pas sur rien du tout là. En fait. Allons bon. Ça marche. On va voir. Est-ce que ça passe comme ça? Non, ça passe pas comme ça. Et là? Ah ouais. Alors là, ça pourrait peut-être passer, ça. Même si je murmure. Parfait. Oh, ben voilà, parfait, bien. Je ne crois pas que ce soit notre histoire que j'écrive. 4 ans après, ça ne peut plus être la même. Elle n'est déjà plus la même maintenant. Et plus tard, elle sera encore différente. Non, ce que j'écris en ce moment, c'est autre chose dans quoi elle serait incluse, perdue, quelque chose de beaucoup plus large peut-être, mais elle, directement, non, c'est fini, je ne pourrai plus. Vous ne m'avez pas regardé, vous avez forcé le ton, tiens. La violence de votre regard s'est noyée dans une sorte de malheur. Vous dites, il n'y a rien à raconter, rien. Il n'y a jamais rien eu. Je vous réponds avec retard. Certaines fois, quand nous parlons ensemble, c'est aussi difficile que de mourir. C'est vrai. Il me semble que c'est quand ce sera dans un livre que cela ne me fera plus souffrir, que cela ne sera plus rien.
que ce sera effacé. Je découvre ça avec cette histoire que j'ai avec vous. Écrire, c'est ça aussi, sans doute. C'est effacer, remplacer. Il lui dit, c'est vrai que la mort n'efface rien. Quand vous mourrez, l'histoire deviendra fabuleuse, évidente. L'histoire, ça n'est pas la même chose que le livre. Il y a une métamorphose de l'histoire dans le livre. Et quand on a une histoire, il peut y avoir plusieurs métamorphoses, ça va de soi. Vous avez peut-être noté à un moment, elle emploie un drôle de verbe très simple. Elle dit « l'histoire que nous avions eue ensemble ». Elle ne dit même pas « vécu », elle ne dit pas « non », le verbe le plus ténu possible. Bon, vous êtes en train de me demander si j'ai vraiment l'intention de parler d'Émilie L. Eh bien, je vais parler d'Émilie L. Ce que le compagnon regarde en donnant l'impression qu'il n'écoute pas ce qu'on lui dit, c'est un vieux couple d'Anglais. Eux, ils sont mûrs. Lui à coup de pelle forte noire et elle à coup de whisky. De whisky bourbon d'ailleurs, ce qui est curieux pour une Anglaise. Enfin. Bien. Ils ont âgé. Elle est plus âgée que lui. La différence n'est pas la même. On apprendra plus tard qu'ils ont 4 ans de différence, mais elle est plus âgée que lui. Alors que Marguerite et son compagnon ont une différence d'âge beaucoup plus grande. Ça, on le sait, c'est pas dit dans ce livre-là. Elle regarde le sol. On a très vite l'impression que l'homme la protège. Elle semble dans un état étrange. Elle est un peu hors jeu, si vous voulez. Petit à petit, on apprendra leur histoire. On l'apprendra parce que la patronne de l'hôtel pose des questions au capitaine. On parle en disant « il est le capitaine ». La fille de la patronne de l'hôtel pose des questions au capitaine. Et le capitaine lui-même raconte des choses à sa femme et elle intervient parfois. Bon, alors, la transmission, comment se fait-il que la narratrice, à la fin, sache complètement toute l'histoire? C'est un peu brumeux, ça n'est pas grave du tout. Enfin, ça lui permettra à la narratrice de raconter cette histoire après. On l'appelle le capitaine parce qu'il dirige l'équipage d'un bateau de plaisance, un yacht de belle dimension, un yacht avec lequel ils font, sa femme et lui, des croisières. Ils vont jusque dans le Pacifique. Et à ce moment-là, le lecteur se dit, il y a un yacht aussi ailleurs. Il y a un yacht dans le marin de Gibraltar. Le yacht appartient à une Américaine très riche. Elle a un nom, elle s'appelle Anna. Et l'Américaine en question sillonne les mers dans l'intention de retrouver un amant qu'elle a eu, un amant qu'elle ne cesse de regretter, un marin, le marin de Gibraltar. Le narrateur du roman du marin de Gibraltar a rencontré cette femme dans un port de la côte Ligure, à l'embouchure d'un fleuve, à un endroit où on ne peut pas passer parce qu'il n'y a pas de pont. Et il est devenu son amant. Elle en a eu beaucoup. Et il en aura beaucoup d'autres, visiblement. Et il part avec elle et avec son équipage à la recherche du marin de Gibraltar. À la fin du roman, ils ne l'ont toujours pas trouvé, mais c'est pas grave. Bien. Donc il y a des points communs visibles entre cette Américaine du roman Le marin de Gibraltar et l'Anglaise du roman Émilie L. Émilie L s'appelle Émilie L. La narratrice finit par arriver à lui demander. Et donc elle a une réponse. Mais on ne saura jamais comment s'appelle le capitaine. Alors, toutes deux, l'américaine et l'anglaise, sont socialement très supérieures à leurs compagnons, aux compagnons peut-être provisoires dans le marin de Gibraltar, au mari dans Émilie L, le capitaine, et le mari de l'anglaise.
Il paraît finalement, disent les spécialistes, que l'histoire est vraie et que Marguerite avait réellement rencontré à Quillebeuf ce couple de vieux Anglais. Et pourquoi a-t-elle transformé l'américaine en anglais? Je n'en sais rien. Pourquoi l'anglais boit-elle du whisky bourbon? Je ne sais pas non plus. C'est curieux. Bon. Alors, toutes deux sont riches et leurs compagnons sont socialement très inférieurs. Elles sont plus âgées que leurs compagnons et du coup, elles font penser à la narratrice. Comme si, en fait, il faudrait tout le temps que je dise comme si, parce que dans ces livres, tout est comme si. Comme si l'histoire de la narratrice et de son compagnon avait provoqué l'existence de l'histoire des deux Anglais. Raymond Queneau, qui est un homme astucieux, aurait dit « c'est une rime de situation ». Je m'en fous cette expression. Le compagnon dit à la narratrice « vous vous ressemblez, elle et vous. C'est toujours émouvant, la ressemblance entre les femmes qui ne se ressemblent pas. » Comme si. Et c'est peut-être à cause de ce genre de relation que le texte, enfin écrit, possède une vraie cohérence. Ou plus précisément, il ne faut pas attendre la cohérence du texte de ce qu'il raconte. Habituellement, on a une histoire en tête, et puis elle est cohérente, et puis on la raconte. Là, c'est l'existence du texte, en fin de compte, qui aboutit à construire une vraie cohérence. Je vais vous lire la dernière page du roman. Après, on reviendra sur l'histoire du capitaine, et de sa belle anglaise. Alors, c'est toujours la narratrice qui parle, et qui parle au compagnon, et qui lui dit « c'est très difficile. Je voulais vous dire que ce n'était pas assez d'écrire bien ou mal, de faire des écrits beaux ou très beaux, que ce n'était plus assez pour que ce soit un livre à lire dans une avidité personnelle et non pas commune. Que ce n'était pas assez non plus de lire comme ça, de faire accroire que c'était sans pensée aucune, guidé seulement par la main, de même que c'était trop d'écrire avec seulement la pensée en tête qui surveille l'activité de la folie. C'est trop peu la pensée et la morale, et aussi les cas les plus fréquents de l'être humain, les chiens par exemple. C'est trop peu et c'est mal reçu par le corps qui lit et veut connaître l'histoire depuis les origines. Et à chaque lecture, ignorer toujours plus avant ce qu'il ignore déjà. Je vous ai dit aussi qu'il fallait écrire sans correction. Pas forcément vite, à toute allure, non, mais selon soi et selon le moment qu'on traverse. Soit, à ce moment-là, jeter l'écriture au dehors, la maltraiter presque, oui, la maltraiter, ne rien enlever de sa masse inutile, rien, la laisser entière avec le reste, ne rien assagir, ni vitesse, ni lenteur, laisser tout dans l'état de l'apparition. C'est le dernier mot du roman. Apparition. Alors, il faudrait 6 mois pour essayer de se débrouiller dans ce livre. Vous avez quand même repéré un certain nombre de choses. Un livre à lire dans une avidité personnelle. On ne peut pas dire que ce soit clair, et pourtant, ça révèle quelque chose. Ça répond d'une certaine manière à la question que j'avais été amené à poser tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on attend d'un livre? Un livre se lit avec une avidité, dans une avidité personnelle. Bon, vous avez noté aussi les chiens, mais ça, c'était anecdotique. Il s'agit d'un livre qui a été écrit de telle manière qu'il puisse être bien reçu par le corps qui lit et qui veut connaître l'histoire. Comme si le livre, c'était une manière de revivre l'histoire elle-même. Bon, il y a manifestement chez
Marguerite, une passion non seulement du théâtre, mais de ce phénomène extraordinaire qui s'appelle maintenant je dis comme allemand dans la tête. Ce que Brecht a tellement bien analysé. Pardon ? Distanciation. Non, mais justement, c'est le contraire de la dissociation. Hein, ce phénomène qui fait que l'acteur devient l'identification. Merci. Que l'acteur, l'allemand est beaucoup plus beau, c'est Einfühlung. Le sentiment vous met à l'intérieur de quelque chose. Alors donc, identification. C'est très intellectuel, l'identification. Ça ne correspond peut-être pas exactement à ce phénomène. Et ce phénomène que les psychologues commencent à analyser, il semblerait que lorsque vous regardez quelqu'un qui danse, il vous est possible de préparer dans votre cervelle les gestes qu'il accomplit, que vous pourriez accomplir vous-même. Vous ne les accomplissez pas, mais vous êtes tout prêt à l'accomplir. Bien. Identification. Bon. Marguerite s'est beaucoup intéressée au théâtre, elle s'est aussi intéressée au cinéma, mais ça c'est autre chose. Bon, on ne peut pas en parler, ça fait trop. Alors, le récit que le capitaine fait à sa femme, par petits bouts, provoque peut-être l'apparition de leur histoire. Je dirais, c'est une espèce de célébration de leur histoire. Je dirais même, c'est une espèce de liturgie de leur histoire. C'est des mots à moi, ça. Mais ce n'est pas un texte, hein, c'est toujours quelque chose qui est dit. Ce n'est pas un texte qu'on puisse relire dans une avidité personnelle et non pas commune. Commune, ça serait plutôt du côté de l'intellect. Tout le monde peut comprendre ça. Mais là, il s'agit d'avidité personnelle. Alors, une question qui se pose, est-ce que la femme, dans ces couples inégaux, est culturellement au-dessus de son compagnon? Je pose la question et le roman va permettre d'envisager des réponses. Alors, on raconte l'histoire. Et c'est la narratrice qui reprend la parole à partir de ce qu'elle a vaguement entendu prononcer par le capitaine. L'histoire, c'est très simple. Les parents sont très riches, les parents de la dame, qui maintenant est une très vieille dame, mais qui autrefois était une jeune femme. Ça arrive à tout le monde. Et donc, les parents ont un bateau, ils habitent l'île de Wight. Ils ont un bateau, un beau bateau, un bateau qui permet des croisières. On a engagé quelqu'un pour s'occuper du bateau. C'est le capitaine, bien entendu. Bon, le coup de foudre, les parents comprennent qu'il n'est pas question de s'y opposer, parce que s'ils s'y opposent, ils ne verront plus leur fille. Donc, ils s'opposent au mariage seulement. Mais ils ont une maison pour le capitaine, la maison des garages, à côté de chez eux, et les amants se voient. Bien. La femme écrit des poèmes. Elle a toujours écrit des poèmes. Et le capitaine, quand il l'apprend, est un peu étonné. C'est peu dire. Elle, je cite maintenant, elle disait au capitaine qu'elle mettait dans ses poésies à la fois toute sa passion pour lui, le capitaine, et tout le désespoir de chaque être vivant. Bon, je pourrais pas parler du désespoir, c'est pourtant un thème absolument fondamental. Je continue à lire. Le capitaine, lui, il croyait que ce n'était pas ce qu'elle disait y mettre, qu'elle mettait dans ses poèmes. Ce qu'elle y mettait en réalité, le capitaine l'ignorait. Voilà dans quelle situation se trouvait le capitaine face au poème que sa femme écrivait. Le capitaine avait souffert, une vraie damnation, comme si elle l'eût trahi,
qu'elle eût eu une autre vie parallèle à celle qu'il avait cru être la sienne ici, dans la maison des garages. Une vie clandestine, cachée, incompréhensible, honteuse peut-être, plus douloureuse encore pour le capitaine que si elle lui avait été infidèle avec son corps. Ce corps ayant été, avant ses poèmes, la chose du monde qu'il aurait fait sans doute la supprimer, bien sûr, si elle l'avait donné à un autre homme. C'est rare que Marguerite écrive une phrase aussi compliquée. Non, si elle avait été infidèle, il l'aurait tué. Bon, ça se dit simplement. Non. Ce corps ayant été avant ses poèmes, la chose du monde qu'il aurait fait sans doute la supprimer si elle l'avait donné à un autre homme. Le jeu des pronoms est bizarre. Bon, enfin, vous avez compris, nous avons compris. Non, pardon. On s'arrête là. Le temps passe. Nouvel événement. Un événement affreux, réel. La jeune femme est enceinte. Il naît une petite fille. Elle est morte. Bon. Alors, la jeune femme tombe dans une dépression épouvantable. Et pendant que la jeune femme est dans cette dépression, qui dure très longtemps, le capitaine se décide à recopier les poèmes que sa femme a écrits. Non seulement il les recopie, bien qu'il sentiment ne pas très bien comprendre de quoi il s'agit, il les recopie et il les donne au père. Le père a pour sa fille une admiration sans borne. Le père fait publier les poèmes, d'abord dans un journal, puis dans une édition de luxe, et les poèmes ont un certain succès, évidemment, dans un milieu assez particulier. La femme revient à la conscience, et un jour elle écrit un nouveau poème. Elle ne le termine pas tout à fait. Le capitaine découvre le manuscrit. Il le découvre à un moment où elle n'est pas là. Et il craque. Le capitaine avait eu le sentiment d'être poignardé par la vérité, de s'être trompé sur la personne, de vivre avec une inconnue. Rien n'était dit sur la petite fille morte ni sur lui. Rien n'apparaissait de leur vie, de leur amour, de leur bonheur. Alors, qu'est-ce qu'il y a de neuf ? On a déjà dit qu'il avait l'impression de s'être trompé sur la personne ou de vivre avec une inconnue. Mais vous avez noté, rien n'était dit sur la petite fille morte, ni sur lui. Et c'est là qu'on repère une différence dans le rapport de ces deux personnes à la littérature. Lui, manifestement, il attend qu'un poète parle de son expérience propre, de son malheur, de ses bonheurs, de cette horreur qu'est la mort de la petite fille. Il attend qu'elle parle de lui. Et à ce moment-là, on a envie de rire. Vous savez ce que c'est qu'un égoïste ? Un égoïste, c'est un homme qui ne pense pas à moi. Bon. Et alors, il prend le poème, il ouvre le couvercle du poêle et il brûle le poème. Il y a des mots qui apparaissent de temps à autre très rapidement. Le mot de crime, le mot de meurtre. Bon, il ne le dira jamais à sa femme. Et on ne sait pas comment la narratrice peut savoir ce détail affreux. Bon. Il l'est poignardé. Il n'en est pas moins toujours fortement épris de sa femme. Il se sauve de son malheur en se persuadant qu'elle a besoin qu'il la protège. Et ainsi, il rejoint, si vous voulez, le compagnon de la narratrice. Et elle, je cite, ce devait être après la perte de ce poème qu'elle avait trouvé le voyage sur la mer,
qu'elle avait décidé de perdre sa vie sur la mer, de ne rien faire d'autre des poèmes et de l'amour que de les perdre sur la mer. Donc, on commence ce voyage éternel. Cesseront de voyager sur le bateau. Entre-temps, le papa est mort, la maman aussi, et il reste à la maison dans l'île de White, où elle revient régulièrement, mais où elle n'a pas envie de rester. Bon, l'histoire ne s'arrête pas, l'histoire continue, et je ne vous la raconterai pas. L'histoire fait intervenir deux nouveaux personnages, dont un homme charmant qui est notaire. Qu'est-ce qu'un notaire avait à faire dans cette histoire? Vous verrez. Oui. L'histoire vous apprend aussi pourquoi la femme s'appelle Émilie. Émilie, comme Emily Dickinson. D'ailleurs, un poème, le seul dont il soit dit quelque chose, comporte un vers qui est un vers d'Emily Dickinson. Probablement pas une citation, enfin. Emily Dickinson. Emily Brontë, bien entendu. De ces femmes qui ont été happées par l'écriture. Happées par « je ne peux pas m'empêcher d'écrire ». Il y en a d'autres qui ne s'appellent pas Émilie. Bon. Alors, on vous dira donc que cette femme, au rebours de son mari c'est le capitaine, c'est un être carré, que cette femme cache en elle d'autres manières d'être que celles que nous lui avons connues. Vous verrez ça. La question du rapport à la culture, la question du rapport à l'écriture se pose à nouveau dans La pluie d'été, qui date de 90, qui est un roman extrêmement différent, mais qui commence effectivement par évoquer l'écriture. Il évoque les livres que le père de famille, car La pluie d'été c'est l'histoire d'une famille, et les livres que le père de famille trouve dans les trains de banlieue ou dans les poubelles. Les livres qu'il lit, et que sa femme lit aussi. Bon, La pluie d'été, c'est d'une certaine manière un roman réaliste, mais dans un certain sens, dans un sens qui convient quand on parle de Dickens ou de Zola. Ce n'est pas seulement des gens qui peignent la réalité, ce sont des gens qui peignent toute la réalité, y compris ce qu'elle a de plus désagréable, de plus choquant, de plus agressif. Bon, on va dire les choses par leur nom, elle peint les pauvres, les misérables. Vitry-sur-Seine, c'est le lieu. Vitry-sur-Seine, municipalité communiste depuis Mathusalem. Pourtant, c'est le Secours catholique qui donne, je ne sais plus quoi, à la dame. Bon, Emilio et sa femme, ils sont émigrés, ils ont 7 enfants. Lui, il est maçon. Il est devenu chômeur professionnel à la naissance du 3e. Elle est femme de ménage, elle était femme de ménage à la mairie communiste de Vitry-sur-Seine, et elle a cessé tout travail rémunéré à la naissance du 1er. Vous avez retenu le 1er et le 3e. On ne saura jamais ce que ça veut dire, et je vous dirai pourquoi. Cet enfant, des allocations familiales, bon, c'est tout à fait banal. Bon, c'est nouveau si on songe que Marguerite a toujours préféré mettre ses romans dans des milieux, disons, plus favorisés, voire dans des milieux de gens richissimes. Derrière le réalisme, derrière ce réalisme, il y a des bizarreries. Il y a un arrière-fond mystérieux. Emilio vient d'Italie. Un soir, il se met à délirer en italien. Et ses enfants ont peur. Elle, on ne sait pas d'où elle vient. De Pologne, peut-être. De Russie, peut-être. De Russie d'Asie, c'est-à-dire de Sibérie, peut-être. C'est une vie d'aventure.
De temps à autre, elle en raconte des petites choses. Il est question d'un dialogue qu'elle a entendu dans un train en Sibérie, où deux hommes évoquaient le bonheur. Le bonheur, c'est un mot fondamental. Il est question aussi d'un amant qu'elle aurait rencontré dans un train en Sibérie et qui aurait disparu. Ils auraient passé dans ce train une nuit d'extase, et puis, au matin, ils seraient partis. Elle en parle. Son mari prétend qu'elle ment, ou qu'elle se raconte des histoires. Des bizarreries. Le fils, l'aîné, c'est pas tout à fait l'aîné, puisque l'aîné est mort. On n'en saura jamais rien. Et c'est pour ça qu'on ne sait pas ce que ça veut dire à la naissance du premier qui est son travail. L'aîné, donc, le survivant, s'appelle Ernesto. Elle lui parle parfois en l'appelant Vladimir. Bien sûr. Il lui arrive d'appeler son mari Enrico, alors qu'il s'appelle Emilio. On ne sait pas pourquoi. Lui, il l'appelle Natacha, ou Ginetta. Il dit qu'elle s'appelle Hanka Lisowska. C'est un nom qui existe, possible. Hanka étant un diminutif de Anne, et Lisowska étant un nom qui a été largement porté, qui a peut-être du rapport avec les renards, mais alors, ça serait trop compliqué. Bon. Bizarrerie dans cette famille, délire dans cette famille, délire à proprement parler. Première chose, si vous voulez, les parents sont persuadés, le père surtout, sont persuadés que les enfants qui ne sont pas à l'école mettent leurs parents en danger. Si les parents ne mettent pas leurs enfants à l'école, ils risquent de la prison. Ils risquent même, dit un jour Émilion, ils risquent même d'être exécutés. C'est une idée qui se fait. Il y a comme ça de drôles d'idées dans cette famille. La plus belle idée, la plus étrange, c'est quand même celle qui concerne leur âge. Quel âge ont-ils? Alors ça, c'est vers la fin du roman. Et un journaliste est venu, et le journaliste dit 12 ans, c'est l'âge d'Ernesto. La mère, de la main, elle fait coup-ci, coup-cela. 12 ans, 22, 23 ans à mon avis. Pour Emilio, demandez-lui. Et le journaliste, vous vous fichez du monde ou quoi? Le père, pour moi, c'est 12 ans, 27, 28 ans. Comprenez, jeune homme. La mère, c'est une question de quoi on ne peut pas le dire. Le père, c'est vrai, on ne saurait pas. Le père est énergique aujourd'hui. Le père. Et puis, l'âge de nos enfants, on n'a pas à nous le dicter, monsieur. Bon. C'est quand même de drôles de gens, on ne peut pas dire. L'entourage les supporte. La mairie s'occupe d'eux, leur a donné un logement qui est ce qui reste d'une maison qui était en état de démolition. On a arrêté la démolition. On a ajouté un dortoir avec un couloir entre les deux. Le dortoir, le couloir, la maison où il y a 2 chambres. La cuisine et une chambre. Mais les patrons ne les embauchent pas. Apparemment, on se méfie d'eux, au moins jusqu'à ne pas les embaucher. À la bibliothèque municipale, on refuse de les inscrire. C'est quand même assez invraisemblable pour des gens qui lisent. Et eux, ils acceptent. Ce sont des marginaux. Est-ce que les enfants vont à l'école? Ça, c'est la question du livre. Et avant de parler de cette question, je voudrais parler de 2 mots qui sont constamment liés. C'est le bonheur et la peur. Ce qui faisait rire les enfants, je cite, c'était le père. C'était le soir au dîner, c'était la répétition de certains mots par le père. Comment vas-tu, l'eau de poil? Et je ne suis pas né de la dernière. La dernière de quoi? Il avait oublié.
Déjà, l'idée que le père allait peut-être dire quelque chose qui allait les faire rire faisait rire les enfants. L'air que prenait le père quand la mère avait le dos tourné faisait se tordre les enfants. Il la désignait du regard à la fois comme un mystère et comme une calamité. Aucun rapport avec Calamity Jane. Aussi le père se désignait-il lui-même comme étant lui aussi un enfant de la mère. Quand le père se mettait à faire rire les enfants, ça ne s'arrêtait plus. Quoi que fasse le père pour les faire rire, les enfants, ils se tordaient. Il ne faisait rien et les enfants se tordaient de même. Il mangeait des pommes de terre sautées avec un drôle d'air. Encore, l'air voulait dire, et les enfants, ils se tordaient. Dès lors que c'était parti de cette façon, quoi qu'il fasse, tout était à se tordre. Quelquefois, la mère se mettait à chanter, exprès pour les enfants, la berceuse russe, la Neva. La mère ne savait presque plus rien des paroles de la Neva. Alors le père reprenait le chant en faux russe. C'est alors que la mère à son tour criait de rire et que les enfants qui ne connaissaient ni le vrai ni le faux russe criaient de rire à leur tour. Quand les voisins arrivaient pour voir ce qui se passait dans cette famille, à leur tour de les voir, ils riaient. C'était ces moments-là, quand la mère entrait dans le jeu avec la berceuse, que les enfants et le père atteignaient leur plus grand bonheur. Alors, je ne sais pas ce que c'est que Internet connaît une Neva, mais c'est une Neva trop moderne pour être celle à laquelle pense Marguerite. Je suis désolé, mais c'est la Neva. Et la Neva, c'est un fleuve. Et la Neva, ça aboutit à la mer. Et la Neva, ça aboutit à cet endroit où on ne peut plus passer d'une rive. Bon. Alors, c'est très tard dans le livre qu'on apprend les prénoms des petits brothers et sisters. Oui, on parle des enfants en disant les brothers et les sisters. La famille est construite de manière très particulière. Il y a les parents qui sont extrêmement attachés l'un à l'autre, qui sont aussi d'honnêtes ivrognes, mais c'est pas grave. Il y a les deux aînés, c'est à savoir Ernesto, qui est donc le premier ou le second, comme vous voulez, et puis la troisième ou la seconde, qui est Jeanne, et puis il y a les autres, les 5 autres, dont on parle toujours en disant les brothers et les sisters. Pourquoi les brothers et les sisters? Personne ne sait. Pour les brothers et les sisters, les aînés étaient la barrière entre eux et le danger. Mais jamais ils ne parlaient de ça, ni les grands, ni les petits. C'est pourquoi les aînés ne savaient pas à quel point ils aimaient leurs brothers and sisters. Parce que si eux, les aînés, commençaient à moins bien les supporter, c'est qu'ils cessaient eux-mêmes d'être inséparables des brothers et des sisters, et qu'ils ne formaient plus à tous un corps unique. Une grande machine à manger et à dormir, à crier, à courir, à pleurer, à aimer, et qu'ils étaient moins sûrs de se garder hors de la mort. La notion de corps unique est vraiment fondamentale ici. Là, il y a une fusion extraordinaire à l'intérieur de cette famille, et pourtant, il commence à y avoir un début de séparation. Bon, on apprendra après, le père finira par dire que c'est normal, il faut bien que les enfants s'en aillent. Mais ça prend des dimensions extraordinaires, d'autant plus extraordinaires que, somme toute, alors qu'ils connaissent le bonheur, comme nous avons vu, ils savent aussi que ce bonheur est menacé. Ils savent que la mère parle parfois de les abandonner, de les vendre à l'assistance publique. Je ne sais pas dire en ces termes-là, ça fait partie des délires.
ils ont extraordinairement peur lorsque, le jour où sont tombées les locations familiales, le père et la mère sont descendus en ville pour faire la tournée des bistrots. Et les enfants, ce jour-là, ont extraordinairement peur que le père et la mère ne reviennent pas. Donc il y a cette extraordinaire tension entre la cohésion parfaite du groupe et le sentiment que cette cohésion va se défaire. Bon, je reviens à Ernesto. Comprendre qui est Ernesto, on pourrait avoir tendance à dire c'est un surdoué. Mais le mot n'est pas prononcé du tout dans le texte. Ce mot, c'est nous qui l'utilisons, mot raisonnable, pour essayer d'apprivoiser quelque chose qui est simplement invraisemblable, impossible, et qui paraît évident et incontestable aux personnages de l'histoire. Il y a deux mondes. Il y a le monde de la famille, est-ce que le monde de la famille est capable de se raconter, et puis il y a le monde extérieur dans lequel, en principe, nous sommes. Je précise qu'il n'y a pas de narrateur dans ce roman. Mais je précise aussi qu'on ne peut pas lire si on n'accepte pas, à certains moments, de penser comme eux. Et c'est là que le texte devient un texte de théâtre. Je veux dire qu'il est par moments présenté comme un texte de théâtre. Avant chacune des répliques, vous avez le nom du personnage. Et puis, des mots qui sont des didascalies de cette façon. Il y a des moments où vous êtes prié de jouer successivement le père, la mère, Ernesto, l'instituteur et autres. Alors, l'histoire commence parce que Ernesto déclare, et c'est très compliqué, il déclare qu'il ne veut plus aller à l'école. Il est allé à l'école quelques jours, il ne veut plus y aller. Bon, je passe très vite, parce que on prétend lui apprendre ce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas lire, et pourtant il lit. Il a entre les mains un livre qui a souffert, un livre brûlé, un livre traversé par une barre de fer rouge. Il y a un trou au milieu du livre. Et il fait la lecture aux Brothers et aux Sisters. Il lit. Et il lit juste. Il ne s'est pas du tout trompé sur le sujet du livre. À un moment, il va demander à un voisin, un garçon qui lui est allé à l'école, ou va à l'école et qui sait lire, il lui montre le livre, le garçon dit « Oui, c'est bien ce que tu dis. C'est bien ce que tu dis. » Il demande à l'instituteur, et l'instituteur lui dit « C'est bien ce que tu dis. » C'est la Bible. C'est très précisément le livre de l'Ecclésiaste. Et Ernesto, qui ne sait pas lire, lit, pour les Brothers et les Sisters, « J'ai bâti des maisons, j'ai planté des vignes, j'ai planté des forêts, des jardins, j'ai planté des arbres à fruits de toutes les sortes, et puis j'ai fait des étangs. » On pourrait continuer comme ça. Et puis, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais eue à les faire. Et voici, j'ai compris que tout est vanité, vanité des vanités et poursuite du vent. Il a lu ça dans le livre. Et il a raison. Vous allez chercher une Bible, le livre de l'Ecclésiaste, vous allez trouver ce texte. Je pourrais même probablement vous dire dans quelle traduction Marguerite l'a lu. Donc il ne sait pas lire et il lit. Il lit quelque chose qui est absolument terrifiant. Il y a un roi qui parle, ça c'est dit dans le livre, et ce roi a donc fait des choses merveilleuses, y compris que tout est vanité et poursuite du vent. Le livre a été brûlé, le livre a été torturé. Ernesto dira plus tard, les Juifs ont été gazés, brûlés. Je cite la littérale. Alors, quel est le rapport avec ce que Ernesto dit à sa mère
puis à son père, puis à l'instituteur qui s'est intéressé à la chose, ça ne vaut pas la peine. Il dit qu'il ne veut pas rester à l'école, ça ne vaut pas la peine de rester à l'école. Ça ne vaut pas la peine d'apprendre quelque chose qu'on ne sait pas. Ça ne vaut pas la peine. Est-ce que ça ne vaut pas la peine? Ça a quelque chose à voir avec tout est vanité, vanité des vanités et poursuite du vent. On pourrait. Il dit aussi, alors c'est quelque chose d'extravagant, il dit qu'il ne va pas rester à l'école parce que Dieu n'existe pas. Il a compris que Dieu n'existe pas. L'instituteur est d'accord d'ailleurs. L'instituteur. Alors, il ne s'agit pas du tout d'un propos philosophique. Il n'y a pas la moindre argumentation. On dirait que c'est une application du texte lui-même. Puisque le texte, qui est inspiré par Dieu, nous en sommes convaincus, le texte dit que tout est vanité. Alors des questions, il y en a un nombre invraisemblable. Je précise qu'il est souvent question de Dieu dans ce texte, comme aussi un peu nous l'avons vu, vous vous rappelez, dans Émilie L. Jamais Dieu n'apparaît comme une personne. C'est juste Dieu. Est-ce que c'est un mot? Est-ce que c'est un concept? On ne sait pas. Mais Dieu a dit que tout est vanité. À un moment, il est dit, pourtant que Dieu intervient, puisqu'il nous impose de poursuivre la connaissance. C'est pas à l'école qu'on va acquérir la connaissance, bien entendu. Mais on doit acquérir la connaissance, je pense, Ernesto, dont il a dit à plusieurs reprises que ses petits frères le considèrent comme fou. Et il n'est pas le seul, ils ne sont pas les seuls. Mais ça n'est jamais précisé. Ernesto dit que la connaissance, il dit à un moment, il y a une formule extraordinaire. Il dit que la connaissance, c'est le vent. Poursuivre la connaissance, c'est poursuivre le vent. Sauf erreur de ma part, le mot absolu ne figure pas dans le texte. Le mot absolu expliquerait bien des choses. Il y a un autre mot qui pourrait expliquer des choses et qui n'est toujours pas dans le texte, c'est horizon. L'horizon, c'est la possibilité de percevoir la limite. Nous voyons l'horizon et nous savons où est la limite. Pour celui qui perçoit, il n'y a rien au-delà de la limite. Pour celui qui perçoit. Pas pour celui qui parle. Celui qui parle peut dire des choses au-delà de la limite, mais celui qui perçoit ne perçoit rien. Ce qu'Ernesto ne sait pas, c'est ce qu'il n'a pas perçu, ce dont il n'a pas l'expérience. Alors là, il faudrait s'arrêter sur d'autres textes de Marguerite où elle regrette que s'il est, le mot aujourd'hui très à la mode, le mot vécu. Le vécu d'un tel, mon vécu, les gens qui sont spécialistes de vécu, etc. Et bien entendu, c'est très dommage parce que là encore, c'est un mot allemand. C'est Erlebnis, ce qu'on acquiert en vivant. En vivant. Comme tout à l'heure, l'Einfühlung, ce qu'on ressent en s'introduisant ailleurs. Bon. En fait, dans le roman, Ernesto apprend tout. Ça reste complètement mystérieux. Rien qu'en restant à la porte de l'école et en écoutant ce qui s'y dit. Et puis il va à Paris, à l'université. À la fin, il sait la chimie, les maths et même la philosophie allemande. Ça a l'air d'être le suprême savoir. Et la société s'intéresse à lui. L'instituteur a fait des rapports aux acquis de droit, s'est remonté jusqu'au ministère et on s'est intéressé donc à ce surdoué, qu'on n'appelle pas surdoué, qu'on envoie dans une école en Amérique du Sud pour se perfectionner encore en mathématiques avec le sentiment qu'il deviendra un jour professeur de mathématiques. Donc un garçon qui n'est pas allé à l'école, qui ne savait pas lire, deviendra professeur de mathématiques. C'est un peu... ouais, bon, comprenne qui pourra.
si Ernesto devient professeur de mathématiques, il va partir. Les brothers et sisters apprennent à lire comme tout le monde. C'est l'instituteur qui s'en charge. L'instituteur s'est pris d'affection pour ces gamins. Ernesto part, mais il ne sera pas seul à partir. Je ne peux pas vraiment rendre compte de la richesse extraordinaire de ce livre qui est relativement bref. J'ai l'impression d'avoir fait simplement quelques coupes, relier des passages qui s'appellent les uns les autres, mais on pourrait évidemment faire d'autres coupes, relier d'autres passages. Donc, je reste à quelque chose. Ernesto ne partira pas seul. Il ne partira pas seul, Jeanne partira aussi. Ernesto et Jeanne sont follement amoureux l'un de l'autre. Alors ça, c'est un thème qui importe à Marguerite. Bon, vous connaissez peut-être cette pièce qui s'appelle Agatha. C'est une histoire d'inceste, si on veut. Il est question d'inceste dans L'amant de la chaîne d'or. La jeune fille aurait initié son petit frère. L'inceste reconstitue ce qui s'est appelé tout à l'heure le corps unique. Il en est parlé d'une manière très pudique, comme d'un rapprochement des corps. Des corps, précis. L'amour embrasse tout, jusqu'à l'horizon. Il n'en est pas moins total dans un petit espace, dans l'espace de deux corps rapprochés. Alors il y a aussi quelque chose comme une possibilité d'inceste rêvé entre mère et fils. Rêvé. Ernesto dit un jour à sa mère, « J'ai grandi très vite exprès pour rattraper la différence entre toi et moi. » Mais entre Ernesto et sa sœur, il y a un rapprochement réel. Un rapprochement sous le signe de la mort. Ça n'est pas très compréhensible, mais c'est asséné avec une particulière violence. Ils ont dû penser à mourir ensemble. La plénitude de l'amour, c'est aussi un vide qui atteint un des absolus, atteint l'autre absolu, l'absolu négatif. Je vais dire maintenant. Non, je ne vais pas dire tout de suite. Ernesto comprend qu'il sait lire, qu'il a toujours su lire. Bon, vous pouvez imaginer que c'est son père qui l'a initié, c'est pas important. Il comprend le jour où il écrit, alors qu'il ne sait pas écrire. Il n'a jamais su écrire, et un jour il écrit. Et il écrit à Jeanne. Il écrit à Jeanne pour dire qu'il l'aime, et dit l'autre. Cette fois, je lis, c'est à la fin du roman. Ils ne songent plus à mourir ensemble depuis qu'ils auront pris. Jeanne, c'est elle qui parle. On ne va plus aller mourir ensemble, toi et moi. Non, on ne va plus. Tu le savais. Oui. Comment tu le savais? Par l'histoire du roi. Silence. Jeanne et Ernesto se taisent. La maison est silencieuse. La nuit est là, très claire. C'est l'été. Ce sont les nuits d'été qui commencent. Jeanne. Quand tu partiras, Ernesto, si je pars pas avec toi, je préfère que tu meures. Séparés, toi et moi, on sera comme des morts. C'est pareil. Silence. Tu partiras sans moi, Ernesto, dis-le. Oui, je partirai sans toi. Silence. Tu veux pas être heureux, Ernesto? Je veux pas. C'est ça. Il crie. Je veux pas. On est pareil, Ernesto. Silence. On est déjà mort, Ernesto, peut-être.
peut-être c'est fait, oui. Silence. Chante-moi, Ernesto. Ernesto, chante. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Jeanne, c'est toujours cet endroit de la chanson qui me fait pleurer. Ernesto ne chante plus, il dit tout bas, jamais. Jeanne, redis les paroles sans chanter, Ernesto. Ernesto dit les paroles sans chanter. Il y a longtemps que je t'aime, dit Ernesto, jamais je ne t'oublierai. Jeanne, encore Ernesto. Ernesto dit les mots. Jeanne écoute chaque mot. Ernesto, sur la plus haute branche, un rossignol chantait. Chante, rossignol, chante. Si tu as le cœur gai. Jeanne et Ernesto se regardent à travers les larmes. Ernesto prend le visage de Jeanne et le met contre le sien. Il dit les paroles de la chanson dans le souffle et les larmes de Jeanne. À la claire fontaine, je me suis promené. L'eau en était si claire que je me suis baigné. Dans son souffle mêlé au sien, dans leurs larmes, Ernesto parle. Il y a longtemps que je t'aime, dit Ernesto. 1000 ans. Silence. 1000 ans, tu disais, Ernesto? Oui. Ernesto se tait. Ernesto chante encore. Ernesto a cessé de chanter. Il reste visage contre visage, longtemps, sans un mouvement. On est mort, dit Ernesto. Jeanne ne répond pas, morte comme lui. Dis encore les paroles, dit Jeanne. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Jamais. Alors, comme dans un livre classique, les derniers paragraphes du livre mettent le lecteur au courant du sort des différents personnages. Les parents sont morts, Ernesto est parti, Jeanne est partie aussi, mais on ne sait pas où ni comment, ça ne saura jamais. Et quant aux enfants, l'instituteur les a pris en charge, ils sont recueillis dans un établissement adéquat et tout va bien. Et entre-temps, on a su, par le journaliste toujours, que toute la France est curieuse de savoir ce que veut dire la phrase d'Ernesto « Je ne veux plus aller à l'école, parce qu'à l'école, on veut m'apprendre ce que je ne sais pas ». La mère a dit « La phrase de notre garçon, peut-être qu'un jour, elle voudra dire beaucoup ». Alors, est-ce que le mot « savoir » aura changé de signification? C'est possible. On a souvent fait allusion à la possibilité pour un mot de changer de signification. C'est vrai. Est-ce qu'on apercevra autrement la distance qui sépare celui qui pourrait connaître de l'objet qu'il pourrait connaître? Une distance entre la connaissance et l'objet. Est-ce qu'on la pensera autrement? Est-ce qu'on percevra autrement la distance qui sépare celui qui a vécu une vie du texte dans lequel il la raconte? C'est possible. Ce mot de distance, je crois que je l'ai prononcé dès le début, et il parcourt, me semble-t-il, une grande partie de l'œuvre de Marguerite Yourcenar. Alors je vais vous lire Duras, bien sûr. J'aime bien la ressemblance entre deux femmes qui ne se ressemblent pas. Alors il y a un texte qui s'appelle « Les mains négatives ». Ça fait partie de ces textes très brefs que Marguerite Duras a écrit au début des années 80, le plus souvent en relation avec des films. Bon, je ne pourrais pas poser la question du rapport, de la distance dans les films en question entre le texte et les images. La distance est voulue absolument. Il semblerait que le texte, je les ai pas vus ces films, il semblerait que les mains négatives soient vues sur fond de champs de ruines. Ça s'appelle les mains négatives parce que les archéologues ont retrouvé dans des grottes préhistoriques des traces de mains.
l'artiste. Oui, l'artiste. Peut-être bien un peu rustre, mais enfin peu importe, c'est l'artiste. L'artiste a mis sa main sur le rocher, et puis il a étalé de la peinture. Et quand il a retiré sa main, il y avait une trace négative, une trace de rien. C'était lui, c'était le vide, et c'était rien. Alors c'est cet homme qui parle. Vous vous rappelez tout à l'heure, C'est le final. Ernesto a dit 1000 ans, 1000 ans, peut-être plus. Devant l'océan, sous la falaise, sur la panoire, devant l'océan, sous la falaise, sur la paroi de granit, ses mains ouvertes, bleues et noires, du bleu de l'eau, du noir de la nuit. L'homme est venu seul dans la grotte, face à l'océan. Toutes les mains ont la même taille. Il était seul. L'homme seul dans la grotte a regardé dans le bruit de la mer, l'immensité des choses, et il a crié. Toi qui es nommé, toi qui es doué d'identité, je t'aime. Ses mains, du bleu de l'eau, du noir du ciel, plates, posées, écartelées sur le granit gris, pour que quelqu'un les ait vues. Je suis celui qui appelle, je suis celui qui appelait, qui criait il y a 30 000 ans. Je t'aime. Je crie que je veux t'aimer. Je t'aime. J'aimerais quiconque entendra que je crie. Sur la terre vide resteront ses mains sur la paroi de granit face au fracas de l'océan. Insoutenable. Personne n'entendra plus, ne verra. 30 000 ans, ces mains-là, noires. La réfraction de la lumière sur la mer fait frémir la paroi de pierre. Je suis quelqu'un. Je suis celui qui appelait, qui criait dans cette lumière blanche. Le désir. Le mot n'est pas encore inventé. Il a regardé l'immensité des choses dans le fracas des vagues, l'immensité de sa force, et puis il a crié. Au-dessus de lui, les forêts d'Europe, sans fin. Il se tient au centre de la pierre, des couloirs, des voiles de pierre de toutes parts. Toi qui es nommé, toi qui es doué d'identité, je t'aime d'un amour indéfini. Il fallait descendre la falaise, vaincre la peur. Le vent souffle du continent, il repousse l'océan. Les vagues luttent contre le vent, elles avancent, ralenties par sa force, et patiemment parviennent à la paroi. Tout s'écrase. Je t'aime plus loin que toi. J'aimerais quiconque entendra que je crie que je t'aime. 30 000 ans, j'appelle. J'appelle celui qui me répondra. Je veux t'aimer, je t'aime. Depuis 30 000 ans, je crie devant la mer le spectre blanc. Je suis celui qui criait qu'il t'aimait, toi. Merci beaucoup. Ce qu'on aimerait, c'est que vous nous lisiez tout Duras. Plutôt que de le lire, vous entendre le Voilà, lire. c'est ça, moi j'aime mieux. C'est vraiment très très bien. Parce que moi j'ai essayé de lire La La pluie pluie d'été, et franchement j'avais un mal fou. Mais là, c'est pas terrible. Non, il faut lire à haute voix.
Il faudrait lire, peut-être. Quoique, non. Parce que les dialogues qui ressassent, Oui, oui. c'est ce qui donne le plus de mal chez Duras à lire. Oui, oui. Parce que, oui, j'ai dit oui. Et voilà, c'est et fini. ça ressasse, quoi. Mhm. Chacun redit ce que l'autre a dit. Ouais. Donc on retrouve tout ça, effectivement. Et en même temps, ça dit. Mais moi, je ne connais pas les genres littéraires. Mais enfin, pour réaliste, c'est pas le mot que j'utiliserais pour parler de ce roman où tout paraît invraisemblable. Pas tout. Pas J'ai tout. cru que Pas le tout. sculpteur est un archétype. Vitry-sur-Seine existe, Ah oui, le oui, Secours bien sûr. L'autoroute, catholique le canal, existe. Oui, oui. La Seine. Et même, j'ai oublié de le dire, même la disposition des lieux, pardon, la disposition des lieux à avoir avec la répartition des membres de la famille. La mairie a donné la maison, il y a une cuisine et une chambre dans laquelle personne n'a le droit d'entrer sauf les parents, bien sûr, cuisine dans laquelle personne n'a le droit d'entrer quand ça n'est pas l'heure de manger. Il y a un dortoir, une espèce de petite construction, j'imagine, préfabriquée, qui est à côté de la maison, mais qui est séparée de la maison par un couloir. Donc la nuit, les parents sont dans la maison, dans le dortoir, il y a les Brothers et les Sisters, et entre les deux, il y a Jeanne et Ernesto. Et par ailleurs, il y a, à quelques distances, dans une maison peut-être un peu abandonnée, ce qu'on appelle l'appentis, qui est un refuge. Drôle de lieu où les Brothers et Sisters vont souvent s'installer et où ils découvrent le livre qui apprend le désespoir. C'est un texte qui fait beaucoup penser au théâtre en réalité. Ah oui, en non, fait, mais c'est non. des textes de parole et d'attitude, avec ce refus du récit, d'une histoire. Enfin bon, il y a des bribes, effectivement, des points de repère, mais c'est toujours en fait un texte de théâtre. Et effectivement, d'où le plaisir à vous écouter, Jean-Louis, parce qu'il faut le dire, ce texte. Et effectivement, ça lui donne... Bon, moi, l'histoire des mains, je vais quand même ajouter ma petite note féministe. Il a été prouvé depuis que c'était aussi souvent des mains de femmes. Cet artiste qu'on a glorifié comme étant l'homme primordial, hein, l'homme de pensée, l'homme de l'art, etc. Et donc, oui, mais il y a des études archéologiques qui mettent en doute ça. Hein. Donc ça, c'était une parenthèse. Donc il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui réécrive cette histoire après Duras en prenant cette perspective quand même féminine. C'est autre chose. Mais effectivement, alors moi je rejoins quand même Françoise, j'aime bien Duras, je reste au bien, et je trouve que ça tourne en rond dans le discours. Et effectivement, sa clé de voûte, c'est toujours l'amour. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait ça, quoi qu'on dise tout autour, c'est ce terme-là qui en fait donne sens et rachète le reste, en restant en fait vide d'incarnation, à part dans l'amant, enfin bon, et dont elle veut se détacher pour faire une espèce apparemment d'archétype et de littérature et d'histoire humaine. Enfin bon. Je laisse Jean-Louis sans voix, mais j'ai l'habitude en général. Non. Avec des saillies. Lisez, vous l'avez lu, 10h30 du soir en été? Non, je ne l'ai pas lu. J'ai perdu. Bon, ben, je vais dire ça. Ça compliquerait votre vision des choses. Est-ce que je peux le lire le soir, en restant éveillé quand même jusqu'au bout de l'histoire, qui ne sera pas une histoire, c'est ça? Alors, dans ce roman-là, il y a une histoire incontestablement qui se suit assez bien. Non, que le théâtre soit là, c'est certain, mais il n'y a pas que lui. Enfin, Sansane aurait écrit uniquement pour le théâtre. Or, elle écrit des textes, et des textes à dire au cinéma. Ce qui est encore autre chose. Non, mais il y a effectivement c'est pas une réflexion, parce que ce sont pas des textes théoriques, hein. Enfin, il y a quand même D'intuition, elle a le sentiment que c'est plus compliqué que ce qu'on voit, ce qu'on dit il y a généralement. quand même l'embryon sur l'écriture. Là, Oui, non, mais bien sûr. Enfin, c'est ce qu'il y a dans le Je suis d'accord quand vous parlez du mot intuition, elle a beaucoup d'intuition très moderne.
Mais moi, au niveau de... Je trouve qu'elle n'en donne pas une explication très claire et ni une forme très intéressante. Mais elle a beaucoup d'intuition, beaucoup de choses. Beaucoup de choses très modernes, très... Oui. Qui sont aussi en cours dans les réflexions d'aujourd'hui, notamment sur les hommes moins cultivés que les femmes dans le couple. Par exemple, l'histoire de la phrase d'Ernesto, là, extraordinaire sur l'école. J'ai trouvé extraordinaire cette phrase, mais bon... C'est vrai qu'elle n'est pas de Marguerite. Non, mais je ne sais pas qui elle est. On a découvert que cette phrase figure dans la comtesse de Ségur née Rostopchine. Alors c'est un personnage tout à fait secondaire qui dit, un gamin qui dit, je veux pas aller à l'école parce que on veut m'apprendre ce que je ne sais pas. Et qui n'est pas complètement absurde. Enfin. J'ai connu le gamin qui disait, pourquoi veux-tu m'apprendre à lire puisque quand je serai grand je saurai. Ça, c'est une histoire vraie, hein. Entendu de mes oreilles. Non, mais effectivement, elle ne fait pas d'études théoriques. Ses intuitions, elle ne les maîtrise pas elle-même peut-être. Il y a vraiment de l'ordre de... C'est de l'ordre de ce à quoi on ne peut pas résister. Mais la phrase... je ne peux pas faire autrement. Martin Luther l'a déjà prononcé, dans un tout autre contexte. Mais la dernière phrase d'Émilienne a été intéressante sur cette apparition, justement. J'ai trouvé que ça rendait, finalement, ça donnait un sens à tout le texte. On était sur des apparitions. Du coréen. Non, mais du couple, J'avais noté quelque part une autre apparition du mot apparition et je l'ai perdu, je le regrette. Ce serait très intéressant. Mais enfin, elle a une perception de ce que c'est qu'un mot qui est extraordinaire. Elle sait très bien que les mots ont des milliers de sens et qu'ils se marient de manière étonnante. Alors, de temps à autre, alors qu'elle écrit un style très simple, et on lui a, Dieu sait, reproché, elle a de temps à autre un adjectif tout à fait inattendu. Vous vous rappelez, ce sont les premières phrases de l'amant. Oh, mais décidément. Un jour, j'étais âgé déjà. Dans le hall d'un lieu public, un homme est venu vers moi. Il s'est fait connaître et il m'a dit « Je vous connais depuis toujours. Tout le monde dit que vous étiez belle lorsque vous étiez jeune. Je suis venu pour vous dire que pour moi, je vous trouve plus belle maintenant que lorsque vous étiez jeune. » On rêve tous d'entendre ça, hein. La phrase à ras de terre, comme il disait, non, ça rase la prose, comme disait Sainte-Beuve. Je vous dire que pour moi, je vous trouve plus belle maintenant que lorsque vous étiez jeune. J'aimais moins votre visage de jeune femme que celui que vous avez maintenant, dévasté. Paf. Et ça lui arrive assez souvent. Elle est inattendue. Bien. Non, et puis alors, j'ai pas dit la fin de la pluie d'été. Ernesto a tout appris. Il a appris à lire, il a appris à écrire, il a appris en allant à la porte des écoles, écouter ce qui se disait. C'est complètement magique. Il a appris la chimie, il a appris les maths, il a appris la philosophie, il est arrivé
summum, n'est plus ultra de ce qu'on peut apprendre, de la connaissance, de cette connaissance qu'un Dieu qui n'existe pas nous a obligés à poursuivre, et il en est arrivé à la philosophie allemande. Oui, non, mais c'est drôle aussi. Et puis, à la fin, il y a quand même autre chose au-delà de la philosophie allemande. Il y a la musique. Et là, ça reste complètement mystérieux. C'est analysé, et ça n'est pas facile à analyser. Non, il y a du travail à faire. Merci beaucoup en tout cas.